Un policier raciste poignarde un juge dans une salle d'audience, sans savoir plutôt que le juge lui avait sauvé la vie. La salle d'audience était bondée. Ni de journalistes, ni de public. Pas encore. La presse avait été bloquée au portique de sécurité, retenue par une ordonnance du tribunal rendue 1 heure seulement avant le début de l'audience. Personne n'avait revendiqué la responsabilité du bâillon, et personne n'avait osé le remettre en question à voix haute. Ceux qui savaient se taisaient. Ceux qui l'ignoraient le sentaient au plus profond d'eux-mêmes. Quelque chose clochait. Des gardes en uniforme encadraient chaque entrée, le visage crispé, les mâchoires serrées, les mains crispées près de leur ceinture. Même l'air semblait plus tendu que d'habitude, chargé d'une impatience contenue, comme le souffle retenu avant des aveux. Les murs, autrefois tapissés de drapeaux et de plaques célébrant la justice, semblaient maintenant penchés vers l'intérieur, à l'écoute. Et puis il entra. Jared Ellison, noir, 39 ans, les mains enchaînées devant lui comme une menace enchaînée, traversait la salle d'un pas décidé. Son costume, simple et repassé, lui avait probablement été prêté pour la forme, trop étroit aux épaules, les manches un peu trop courtes. Mais sa colonne vertébrale était droite, son menton relevé. Il ne traînait pas les pieds comme la plupart des accusés. Il marchait comme un homme qui avait déjà mesuré le poids du jugement et décidé de ne pas broncher. Il ne regardait pas la foule. Il ne scrutait pas les bancs, ni ne bronchait sous les regards noirs. Son regard était fixé droit devant lui, sans ciller, comme s'il marchait dans un feu qu'il avait déjà accepté. 2 gardes l'escortaient, sans lui toucher les bras, comme s'ils sentaient eux-mêmes la gravité de ce qu'il portait, quelque chose de plus que les accusations liées à son nom. Autrefois, Jared était un nom que l'on prononçait avec respect, surtout dans les quartiers les plus pauvres de la ville. Il dirigeait des programmes périscolaires qui accueillaient les enfants dont personne ne voulait. Il avait retiré des balles des mains des enfants pour y mettre des livres, se tenant entre les combats de rue et les toques de fin d'études. Son visage était un souvenir que les mères se rappelaient, une voix qui faisait redescendre les gens du haut des falaises, au sens propre comme au sens figuré. Et pourtant, l'État l'avait désormais qualifié de criminel, de tentative de meurtre, de quelqu'un qui s'était soi-disant jeté sur un agent de la force publique décoré avec une arme blanche. Les accusations ne correspondèrent pas à l'homme dont les gens se souvenaient, mais ce souvenir avait été effacé par l'actualité. Le titre avait été publié, la photo publiée, la graine semée. On affirmait qu'il avait résisté à l'arrestation. On affirmait qu'il s'était jeté sur lui. On affirmait qu'il était agité, instable, peut-être radicalisé. Et pourtant, depuis son arrestation, Jared Ellison n'avait pas dit un mot, ni à son avocat commis d'office, ni au juge, pas même à sa propre mère qui avait eu droit à une visite en cellule de détention et qui était partie en larmes lorsqu'il avait refusé de lever les yeux. Son silence était devenu un argument à part entière. Certains le qualifiaient d'arrogance, d'autres de stratégie. Mais quelques rares personnes murmuraient ce que d'autres craignaient. Peut-être se retenait-il non pas parce qu'il était coupable, mais parce qu'il ne croyait plus que ses paroles auraient de l'importance. Au centre de tout cela se trouvait le juge Martin Ken. Large d'épaules et visage de granit, Ken était le genre d'homme en qui la ville avait autrefois confiance. Il avait siégé pendant plus de 30 ans, assez longtemps pour être invité à la table du gouverneur et assez sage pour décliner l'invitation. Il gouvernait comme un vieux lion, silencieux sauf provocation, lent à la colère mais implacable dans ses jugements. Kane était connu pour son équité, mais pas pour sa chaleur. Il avait vu trop de mensonges se dérouler devant lui, avait vu des hommes pleurer, s'emporter et comploter sous serment. Il ne bronchait pas devant les mises en scène. Ce qui surprit, cependant, c'est que Kane ne s'était pas récusé du dossier de Jared comme les autres. 3 juges s'étaient déjà retirés sans explication, chacun invoquant le même motif énigmatique, conflit d'intérêts ou problème de santé.
Kane, avec son air impassible habituel, prit simplement l'affaire et fixa le procès sans cérémonie. L'accusation marchait avec arrogance, son dossier semblant solide. Il disposait de preuves médico-légales, les empreintes digitales de Jared sur un couteau, des contusions sur le flanc de l'agent Harker et du sang sur son manteau. Mais pas de vidéo, pas de caméra corporelle, pas de témoins. Seulement 2 hommes dans une ruelle, l'un d'eux, un officier décoré avec un insigne, l'autre, un noir, au mauvais endroit au mauvais moment. Pour la plupart, l'issue semblait prédéterminée. Et là, au premier rang, était assis l'homme en personne, l'inspecteur Ryan Harker. Sa présence irradiait la menace comme la chaleur de l'asphalte. Il portait désormais son uniforme comme un costume, poli et repassé, mais sa posture trahissait une énergie différente, impatience, irritation, envie de frapper. Il ne restait pas immobile. Sa jambe rebondissait, sa mâchoire se contractait. La cicatrice sur sa mâchoire palpitait sous la lumière du tribunal, un détail souvent mentionné dans les reportages, toujours dépeint comme la marque d'un homme blessé en service. Mais derrière cet uniforme, la vérité était plus confuse. Harker n'était pas un héros. Son nom était murmuré dans les vestiaires, à huis clos dans les commissariats, murmuré avec résignation et peur. Des rumeurs le suivaient comme une ombre, qu'il était du genre à patrouiller seul pour une raison, que ses rapports manquaient souvent de témoins, que les plaintes d'hommes noirs et métis, trop nombreuses pour être comptées, se perdaient dans le vide des affaires internes. 2 adolescents non armés morts lors d'un contrôle routier, pas d'inculpation. Une descente antidrogue ratée et sans drogue trouvée, affaire classée. Il était protégé, pas seulement par son badge, mais aussi par son nom, Harker. Son père, Walter Harker, avait lui-même été un policier respecté, mutilé lors d'une fusillade des décennies plus tôt, et désormais objet de la pitié et des faveurs de tous les syndicats de police. Ryan avait hérité de plus que son badge. Il avait hérité de son immunité. Et pourtant, le juge Kane fixait Ryan avec autre chose dans le regard, le regret. C'était subtil, une lueur qui passa derrière son regard dur, mais elle était là, comme si quelque part derrière le marteau et le banc vivait un vieux souvenir qu'il n'avait pas complètement enfoui. Son regard s'attardait non pas avec dédain, mais avec déception, comme un homme fixant l'enfant d'un ami autrefois cher et se demandant où tout cela avait mal tourné. Mais Jared ne regarda jamais Harker. Pas une seule fois, il ne le reconnut. Pas quand leurs regards auraient pu se croiser, pas quand les accusations furent lues à voix haute, pas même quand Harker se pencha en avant sur son siège, le fixant, défiant Jared de tressaillir. Jared gardait les yeux fixés sur lui, non par peur mais par détermination. S'il nourrissait de la haine, cela ne se voyait pas. S'il nourrissait de la peur, elle ne l'accablait pas. Il existait simplement au cœur de la tempête, insensible à la rage qui l'entourait. L'huissier ouvrit la séance. Des papiers bruissaient. Le murmure des murmures s'estompa dans un silence tendu. Une à une, les équipes juridiques préparèrent leurs documents, l'accusation arborant un léger sourire, la défense chuchotant entre elles en jetant des coups d'œil rapides à leurs clients. Personne ne savait vraiment ce que Jared avait prévu, s'il avait prévu quoi que ce soit. De l'autre côté de la galerie, un jeune homme prenait des notes sur un bloc-notes, les sourcils froncés. Ce n'était pas un journaliste, juste un stagiaire, fraîchement sorti de la faculté de droit, observant l'histoire se dérouler avec une curiosité anxieuse. Même lui le sentait. Quoi qu'il en soit, ce n'était pas une affaire comme les autres. Ce n'était pas une affaire de routine. C'était quelque chose qui allait ébranler les fondations. Caïn balaya la pièce du regard avant de lever son marteau. Son regard s'arrêta un instant sur Jared, puis sur Harker, avant de finalement se poser sur les avocats. Et puis, d'un coup sec qui résonna comme un coup de pistolet de starter, le marteau frappa. Le procès avait commencé. Et aucun d'entre eux, ni Jared, ni Caïn, ni Harker, n'aurait pu prédire à quel point tout cela allait s'effondrer. 2 semaines plus tôt, les lumières de l'hôpital bourdonnaient doucement,
projetant une lueur pâle et stérile sur la pièce. Les machines bipaient à un rythme lent, suivant une vie qui s'éteignait lentement, obstinément. Walter Harker, autrefois officier respecté et vieil ami de Cain, gisait dans son lit comme un homme fait de poussière et de regrets. Ses mains, calleuses, usées et à moitié paralysées, agrippèrent le drap comme pour tenter de retenir le peu de temps qui lui restait. Le juge Martin Cain était assis à côté de lui, le visage sculpté par le poids des années, de la loyauté et d'une dette qui ne pourrait jamais être véritablement payée. Ils avaient grandi côte à côte à l'académie, rêveurs en uniforme, des hommes qui croyaient autrefois que la justice était une lame propre. Mais le temps avait émoussé ses tranchants. Walter avait été paralysé lors d'un raid raté 15 ans plus tôt. Une balle, destinée à quelqu'un d'autre, lui avait transpercé la colonne vertébrale. Mais Cain savait la vérité. Ce n'était pas seulement le corps de Walter qui avait été brisé, c'était son esprit. L'homme intègre et honorable qui citait les politiques comme de la poésie s'était durci, devenant plus froid, plus fragile. La voix de Walter était à peine rauque lorsqu'il fit sa dernière requête. Il ne demanda ni pitié ni réconfort. Il demanda à Cain de veiller sur Ryan, de l'empêcher de devenir le genre d'homme qu'ils avaient juré de combattre. Cain écouta, la mâchoire serrée, incapable de promettre ce qu'il ignorait pouvoir tenir. Walter insista sur le fait que Ryan n'était pas méchant, juste en colère, mal orienté, cherchant désespérément à être vu par un père qui ne se relevait jamais vraiment de sa chaise. Si personne ne le contactait, avertit Walter, Ryan deviendrait bien pire que perdu. Il deviendrait dangereux. Après la mort de Walter, Cain essaya. Il l'essaya vraiment. Il tendit la main à Ryan. Il prit de ses nouvelles. Il défendit son nom discrètement quand d'autres refusèrent. Mais lorsque Ryan se retrouva devant le tribunal pour la mort par balle d'un adolescent noir non armé lors de ce qu'il prétendait être un contrôle de routine hors service, Cain se récusa. Il savait qu'il ne pouvait pas être impartial. Ryan vit cette récusation comme une trahison. Le garçon qui s'accrochait autrefois au bras de Cain lors des barbecues de la police le regardait désormais comme un étranger, ou pire, un ennemi. Mais cette affaire était différente. Jared Ellison n'était pas le genre d'homme à avoir sa place dans un tribunal en tant qu'accusé. Cain le savait dès le début. Les preuves étaient troubles, le rapport de police truffé d'incohérences. Et Cain sentait quelque chose de plus profond sous la surface, une tension qui ressemblait moins à de la justice qu'à une orchestration. Alors que tous les autres juges se retiraient sans explication, Cain acceptait l'affaire. Pas pour Jared, pas même pour la loi. Il l'acceptait pour Walter. Ce que personne dans cette salle d'audience ne savait, ni le jury, ni les avocats, ni la presse qui fouinait dans les coulisses d'une affaire classée, c'était la vérité derrière le silence de Jared. Cain le savait. Jared n'avait jamais attaqué Ryan. En fait, il l'avait sauvé. Il y a 3 semaines, la nuit de la prétendue agression, Jared rentrait chez lui après une réunion communautaire, son sac rempli de brochures sur les programmes pour les jeunes et les initiatives contre la violence. L'air était âpre comme en cette fin d'hiver, et les rues étaient plus calmes que d'habitude. Puis il entendit une bagarre, le bruit sourd des corps, des appels à l'aide étouffés résonnant dans une ruelle coincée entre 2 magasins d'alcool. Jared n'hésita pas. Il courut à l'intérieur, s'attendant à un vol ou à une bagarre entre ivrognes. Ce qu'il trouva fut pire. 2 hommes masqués, armés et impitoyables, plaquaient quelqu'un sur le trottoir. Jared réagit instinctivement. Il chargea et plaqua l'un d'eux. La bagarre fut violente. Un canif apparut. Jared s'en servit. Non pas avec adresse, mais avec désespoir. L'un des agresseurs tomba, la cuisse ensanglantée. L'autre prit la fuite. Alors que Jared se retournait pour vérifier l'état de l'homme qu'il avait sauvé, il comprit de qui il s'agissait. Inspecteur Ryan Harker, empestant l'alcool, étourdi, armé. Ryan, les yeux écarquillés par le choc et la fureur, sortit son arme de service et la pointa sur la poitrine de Jared. Il ne posa pas de questions. Il ne s'expliqua pas. Jared essaya de lever les mains.
Au lieu de cela, il sentit la vive piqûre d'une matraque puis d'une botte. À l'arrivée des autres policiers, Jared était déjà au sol, couvert de bleu et en sang. Le rapport officiel affirmait que Jared avait tendu une embuscade à Ryan, qu'il avait tenté de le tuer. Ryan, miraculeusement, avait riposté et maîtrisé son agresseur. Aucune mention des deux autres hommes, aucune mention de la ruelle, aucun témoin ne s'était manifesté. Aucun n'avait osé. Kane avait passé des années sur le banc des accusés. Il avait déjà vu des histoires déformées, mais celle-ci lui était restée gravée dans la tête comme une épine. Le refus de Jared de parler n'était pas de la défiance, c'était de l'épuisement, une résignation née du fait que le système n'était pas fait pour croire des hommes comme lui. Pourtant, Kane n'avait pas perdu tous ses outils. Discrètement, sans alerter le procureur ni la défense, il délivra une assignation à comparaître sous scellé pour obtenir toutes les images de surveillance policière et de caméras de rue dans un rayon de 6 pâtés de maisons de la ruelle cette nuit-là. Ce qu'il reçut confirma tout. Les images granuleuses ne mentaient pas. On y voyait Jared courir dans la ruelle. On y voyait la bagarre, le couteau, les agresseurs. On y voyait Jared sortir son téléphone et composer un numéro. On y voyait Ryan sortir son arme. Kane regardait la vidéo seul, les mains tremblantes lorsqu'il appuya sur pause. Il savait que révéler cela signifierait la guerre. Contre le procureur, contre Ryan, contre le réseau de protection qui ombrageait encore le nom de Walter Harker. Mais la vérité dans l'esprit de Kane était une dette qui exigeait un paiement. Le procès avançait péniblement. Les témoins modifièrent leurs témoignages. Les dossiers de police disparaissaient. Un policier qui avait remis en question l'arrestation fut soudainement mis en congé sans solde pour infraction au règlement. Le procureur, Philip Klein, gagnait en assurance de jour en jour, se pavanant dans la salle d'audience comme un homme porteur d'un secret qu'il croyait indéchiffrable. Kane remarqua les rencontres feutrées entre Klein et le sénateur Aldrich, figure politique de longue date connue pour ses liens avec la vieille garde, ces mêmes cercles qui avaient protégé Ryan pendant des années. Kane garda les images secrètes, attendant le bon moment. Ce moment arriva au 4e jour du procès. La tension était palpable dans la salle d'audience, comme l'air avant un coup de foudre. Kane le sentait jusqu'au plus profond de lui-même. Il se leva lentement, prêt à parler, prêt à présenter les preuves qui briseraient le récit de l'accusation. Mais avant qu'il puisse ouvrir la bouche, il remarqua Ryan bouger sur son siège. En un clin d'œil, le chaos éclata. Ryan se précipita en avant, la main tendue sous son manteau. Kane vit l'éclat de l'acier avant la douleur. Une lame s'enfonça profondément dans ses côtes, un choc brûlant qui lui coupa le souffle. Des halètements emplirent la salle, suivis de cris. Les officiers se précipitèrent à l'intérieur. La salle d'audience, autrefois silencieuse et froide, explosa. Caïn s'effondra contre le banc, le sang se répandant sous lui en une flaque grandissante. Il se tenait le flanc, la vue floue. À travers le brouillard, il vit Ryan immobilisé, le visage empli de rage et de confusion. Caïn essaya de parler, les lèvres à peine remuant. Il regarda Ryan droit dans les yeux, le regard vitreux, entre tristesse et compréhension. « J'ai sauvé votre père, » murmura-t-il, « et maintenant j'essaie de vous sauver. » Et puis tout devint noir. Le corps du juge Caïn était encore chaud lorsque la salle d'audience se vida, mais c'était la peur qui persistait. Non pas la peur de la mort, la peur de la vérité, la peur de l'image en ruine que la ville avait si soigneusement préparée, la peur que le système judiciaire soit révélé au grand jour. Caïn survécut au coup de couteau, de justesse. L'opération d'urgence dura des heures. Les ambulanciers le trouvèrent effondré sur le sol en marbre, du sang coulant entre ses doigts, tandis que ses lèvres remuaient dans un murmure inaudible. Les médecins travaillèrent toute la nuit pour le stabiliser, réparant un poumon perforé et des vaisseaux déchirés. Mais même en convalescence, ses yeux bougeaient sous ses paupières meurtries, agités comme s'il savait que le monde extérieur ne s'était pas arrêté pour lui. À l'extérieur de la salle d'audience, le récit commença à se déformer.
Le communiqué officiel présenta l'inspecteur Harker comme un agent stressé, souffrant de la pression de la surveillance publique. L'expression « dépression nerveuse » fit la une des journaux, équilibrant délicatement la honte de l'agression avec la compassion pour un agent soi-disant tombé au combat. Il n'y eut aucune mention des images de surveillance obtenues par le juge Kane. Aucun mot de Jared. Aucun contexte. Aucune vérité. Le procès fut immédiatement suspendu. La salle d'audience fut fermée. Les procureurs, menés par Philip Klein, intervenaient dans les émissions matinales avec des sourires forcés et un ton mesuré, parlant vaguement de l'état de santé de Cain, du maintien de l'ordre. En coulisses, le chaos se répandit comme de l'encre dans l'eau. Les appartements de Cain furent fouillés, des dossiers disparurent, des archives numériques furent effacées. Les images, preuve durement acquise de l'innocence de Jared, étaient destinées à être enterrées à nouveau. Mais une personne ne l'avait pas oublié. Marcus Lowell était jeune, ambitieux et inaperçu, des qualités qui lui avaient toujours été utiles. Étudiant noir en première année de droit, stagiaire auprès de Kane, il se trouvait dans le couloir lors de l'agression. Il n'était pas dans la salle d'audience, mais il avait ressenti l'instant. Le bruit des cris, le grondement des bottes qui s'engouffraient, la vue du sang tachant le sol ciré, tout cela avait changé quelque chose en lui. Il trouva les images sur un disque de sauvegarde, caché sous des couches de dossiers cryptés dont Kane n'avait parlé à personne. On y voyait tout. Jared rentrant chez lui. La ruelle, la lutte, l'agression ivre de Harker, la tentative de Jared d'appeler à l'aide, l'arme, la chute, l'arrestation. Chaque image qui contredisait le récit qu'ils avaient imposé au public. Il n'hésita qu'une seule fois avant de la copier. 2 jours plus tard, la vidéo apparut en ligne. Un journaliste indépendant, Théo Morales, quelqu'un dont Marcus avait entendu Ken parler avec admiration, la publia intégralement. Pas de censure, pas de commentaires, juste la vérité. Et elle se répandit, pas lentement, pas comme une rumeur, comme une traînée de poudre. Soudain, le nom de Jared n'était plus un murmure, c'était un cri. Les gens virent un homme qui tentait d'aider, puni pour avoir fait ce qu'il fallait. Ils virent un policier brandissant une arme dans un état d'ivresse, protégé par le système même qui était censé le tenir responsable. Ils virent un juge qui avait tenté de parler et avait été réduit au silence à coups de couteau. Les manifestations ne tardèrent pas à éclater, d'abord modestes. 12 de personnes devant le palais de justice, puis des dizaines d'autres. Pancartes brandies, voix rauques, chants résonnant dans les rues restées trop longtemps silencieuses. Et pour la première fois, Jared prit la parole. Il ne monta pas à la tribune, il ne donna pas d'interview. Il envoya à Marcus un mot manuscrit, aux bords irréguliers et à l'encre délavée. Une déclaration, un aveu non pas de culpabilité, mais de foi. Mon silence n'était pas de la culpabilité, c'était de la foi. La foi que quelqu'un me verrait, que la vérité pouvait encore compter. Ces mots frappèrent plus fort que n'importe quelle arme. Ils furent diffusés sur les chaînes locales, reproduits dans les journaux, gravés sur des pancartes en carton, hissées devant l'hôtel de ville. Le silence de Jared avait autrefois été utilisé contre lui. Maintenant, c'était son arme. Au sein du pouvoir, la panique gagna. Le sénateur Aldrich tint des réunions à huis clos avec le procureur Klein. Le bureau du gouverneur ne fit aucune déclaration, mais on vit des assistants courir d'un service à l'autre. Le maire, pris entre le scandale et une campagne de réélection, publia une vidéo soigneusement rédigée exprimant son soutien au rétablissement de Kane, évitant complètement le nom de Jared. Ils voulèrent faire comme si de rien n'était, que c'était une erreur, un raté, une tragédie sans coupable. Mais le visage de Jared était partout, et personne n'y croyait. En coulisses, Aldrich et Klein prirent une décision. Éteindre le feu avant qu'il ne se propage. Pas par des mensonges, par le silence. Ils demandèrent l'abandon de toutes les charges contre Jared
non pas par déclaration d'innocence, mais sous couvert d'instabilité mentale. Ils présentèrent cela comme une clémence. Ils affirmèrent que le traumatisme l'avait laissé confus, que le système lui devait la guérison, pas la justice. C'était une subtile dissimulation de la vérité. S'il ne pouvait pas le punir, il l'effacerait. Jared refusa. Il envoya un autre mot. Ils veulent en finir discrètement. Mais le bruit est la seule chose qui me maintient en vie. Dans son lit d'hôpital, le juge Cain lut les rapports. Les médecins lui conseillèrent de se reposer. Une infirmière lui rappela gentiment d'éviter le stress. Mais Cain n'avait jamais été aussi alerte. Son esprit brûlait. La douleur de la blessure n'était rien comparée à la douleur de sa conscience. Il se souvint de Walter Harker, le suppliant d'aider Ryan. Il se souvint du visage de Ryan dans la ruelle. L'arrogance, la peur, l'arme tremblante dans sa main. Et il se souvint de Jared, ensanglanté, essoufflé, confus. Toujours en train d'essayer d'aider, Cain avait vu la vidéo. Il avait essayé de la partager. Il avait été arrêté, mais il n'avait pas fini. Des mains tremblantes et avec l'aide d'une infirmière, Cain dicta une ordonnance judiciaire. C'était inhabituel, risqué, mais c'était sa seule carte restante. Il la signa avec effort, le stylo manquant de lui glisser des mains. Une directive légale pour reprendre le procès. Pas pour le verdict, pour la vérité, pour les archives. Pour que le monde entende toute l'histoire devant un tribunal, pas un titre. Le document fut remis au palais de justice avant l'aube. La ville se réveilla avec des manifestants qui se pressèrent sur la place. Les rues étaient fermées. La police tenait ses positions, tendue mais hésitante. Les journalistes finirent par rompre le silence, inondant la place de caméras et de questions. Et au milieu de tout cela, Jared se tenait debout, pas comme un condamné. Non pas en tant qu'accusé, mais en tant qu'homme qui avait attendu justice et qui la réclamait désormais. Il n'avait pas besoin de crier. Il était la tempête. Et la justice, saignante mais toujours en vie, s'apprêtait à parler à nouveau. Le procès reprit 2 semaines plus tard sous un plafond de projecteurs et sous le regard scrutateur du public. Devant le palais de justice, des barricades retenaient une vague croissante de manifestants et de sympathisants, dont beaucoup brandissaient des pancartes sur lesquelles on pouvait lire « Justice pour Jared » ou arboraient des portraits du juge Cain avec le mot « Courage ». Des gardes armés encadraient les marches du palais de justice non seulement pour le spectacle, mais parce que la ville était à bout de nerfs. À l'intérieur, les murs de la salle d'audience portaient le poids d'une vérité non encore dite, et pour la première fois depuis l'attaque au couteau, la transparence n'était plus un idéal. Elle était exigée. Les médias bénéficiaient d'un accès total. Chaque mot serait désormais entendu. Chaque geste scruté. Les gens n'étaient plus des spectateurs passifs. Ils étaient devenus eux-mêmes des témoins. Jared s'assit à nouveau dans le fauteuil de l'accusé, mais le poids sur ses épaules ne semblait plus aussi lourd. Cette fois, il n'était pas seul. L'avocat de la défense Lionel Pierce, un avocat noir chevronné au regard perçant et à la conviction profonde, se tenait à ses côtés. Ancien mentor du juge Cain, Pierce était sorti de sa retraite non pas pour la gloire ou la faveur, mais parce que, comme il l'avait confié en privé à Jared, le silence avait déjà coûté trop de vies. Il n'y avait plus de place pour lui. Le procureur Philip Klein, autrefois arrogant et posé, paraissait maintenant épuisé. Après la fuite, les images, les manifestations et la spirale narrative qu'il ne contrôlait plus, son pouvoir avait diminué. Sa démission est intervenue quelques jours avant la reprise du procès, lors d'une brève conférence de presse où il n'a présenté aucune excuse, seulement des excuses. La ville n'a pas pleuré son départ. Elle a à peine scié. Derrière lui, le sénateur Aldrich menait une bataille perdue d'avance pour contenir l'incendie. Sa tentative d'interrompre le procès en utilisant des pouvoirs législatifs d'urgence a échoué après qu'un lanceur d'alerte, un assistant de son propre cabinet, a divulgué des documents financiers accablants.
Ces documents révélaient des années de pots de vin versés par le syndicat de police de la ville, des dépôts acheminés par des sociétés écrans directement liées à la fiducie familiale du sénateur. Les conséquences ne se sont pas fait attendre. Une enquête du comité d'éthique, une dénonciation publique et des appels à sa démission. Mais le procès a continué, faisant ressurgir l'ombre de la corruption. Dans la salle d'audience, le changement était palpable. Ce n'était plus un simple procès. C'était un règlement de compte. Des témoins, autrefois trop effrayés pour parler, s'avancèrent, la voix tremblante mais résolue. Un ancien employé de magasin témoigna contre Harker, qui avait agressé une adolescente et falsifié des accusations. Un officier à la retraite admit que des plaintes internes contre Harker avaient été réorientées ou étouffées par ses supérieurs. L'un après l'autre, les visages de ceux qui avaient souffert sous l'insigne de Ryan Harker se présentèrent devant le tribunal, et les images de surveillance, granuleuses mais accablantes, revinrent, montrant Jared intervenant dans la ruelle, sauvant un homme de 2 agresseurs avant d'être accueilli par une arme et trahi. Jared resta assis en silence tandis que la vérité éclatait enfin au grand jour. Il ne sourit pas, ne célébra pas. Il respira simplement. L'air de la salle, autrefois suffocant, commençait à se purifier. Lorsque le verdict fut lu, non coupable de tous les chefs d'accusation, un silence général s'abattit sur la salle, puis des applaudissements, ni fous ni bruyants, mais constants, respectueux. Dehors, la foule éclata. Jared se leva lentement, les mains tremblantes, tandis que des larmes montaient aux yeux de nombreux spectateurs. Marcus Lowell était à l'arrière, poings serrés, la mâchoire crispée par la fierté. Les journalistes se bousculaient pour diffuser chaque seconde, mais il restait encore un acte. Le juge Kane, encore en convalescence et visiblement fragile, fut conduit dans la salle d'audience sous haute surveillance médicale et sous haute sécurité. Sa présence réduisit la salle au silence. Les années de service, la blessure au couteau qui avait failli le tuer, l'intégrité qui refusait de plier, tout cela était gravé dans ses traits décharnés. Sa voix, lorsqu'elle parvint enfin, résonna dans un tube, rauque et grave. Il s'adressa à Ryan Harker avec un regard dépourvu de haine, seulement empreint d'une amère déception. Il ne parla pas seulement de la blessure au couteau, mais de trahison. La trahison de la confiance, du devoir, de l'histoire commune. Cain se souvint d'un garçon qu'il avait connu, d'un homme qu'il avait tenté de guider et du chemin qu'il avait choisi. Il énuméra les chefs d'accusation un par un. Tentative de meurtre, entrave à la justice, violation des droits civiques, parjure. Puis vint la sentence. « Tu m'as poignardé, Ryan », dit Cain, ses mots tremblant dans le silence. « Mais ce qui est le plus douloureux, c'est la façon dont tu as poignardé tous ceux qui ont cru en toi, tous ceux qui pensaient que la justice pouvait reposer sur tes épaules et non être enterrée sous elle. » Harker, menotté, soutint son regard de ses yeux de glace. Mais son silence n'était plus de la force, c'était du vide. Le marteau tomba une dernière fois. Il fut emmené. Plus un détective, plus intouchable. Juste un homme s'effondrant sous le poids de sa propre ruine. Dehors, la place du tribunal se transforma en un espace de ressourcement. Les membres de la communauté envahirent les marches, s'embrassant, tenant des bougies et des pancartes. Les enfants qui avaient autrefois regardé les policiers avec crainte s'accrochaient maintenant à leur père, observant la justice se dérouler comme une chose rare et sacrée. Jared se tenait parmi eux, non pas comme un symbole, mais comme un homme qui avait enduré ce qui aurait dû le briser. D'anciens élèves qui l'avaient autrefois encadré le trouvèrent à travers la foule. Certains pleuraient, d'autres souriaient. L'un d'eux posa simplement une main sur son épaule et murmura qu'il n'avait jamais cessé d'y croire. Les barricades n'avaient pas bougé, mais quelque chose d'autre, si. La frontière entre la peur et le courage avait bougé. Plus tard dans la semaine, Jared rendit visite à Cain à l'hôpital. La pièce était sombre, le bip des machines continuait, l'air était stérile et immobile. Cain paraissait plus petit,
aminci par la perte de sang et le temps, mais son regard restait perçant. « Je suis désolé de ne pas avoir pu te protéger, » murmura Caïn, le souffle court. Jared se tenait près du lit, la voix ferme malgré la douceur de son regard. Il dit à Caïn qu'il avait fait plus que le protéger. Il lui avait rappelé à quoi ressemblait la foi, ce que pouvait signifier la justice. Ce silence ne signifiait pas capitulation. Et dans cette pièce, sous le bourdonnement discret des écrans et la lumière déclinante, deux hommes, l'un marqué par la lame, l'autre par le poids du silence, partageaient un moment non pas de conclusion, mais de promesse. L'histoire ne s'est pas terminée par un coup de marteau, elle s'est terminée par un vœu, que la prochaine fois, personne ne serait ignoré. Cette vérité, aussi longtemps enfouie fût-elle, ressurgirait. Et Jared, sortant de cet hôpital, la ville derrière lui et la route incertaine devant lui, emportait avec lui non seulement la survie, mais aussi un but.